Voilà, après ce très bel hommage à la jeunesse algérienne et à celles et ceux qui, en témoignant, ont pris des risques pour se raconter et raconter leur pays. On va prolonger le film avec mes invités. Après 56 semaines de marche pacifique, le Hirak, ce mouvement de dissidence qui a stupéfié le monde, a marqué le pas en raison du confinement imposé par le coronavirus. La pandémie a-t-elle ou aura-t-elle raison de la quête de liberté et de démocratie des Algériens? Est-ce une aubaine pour le pouvoir? Pour en parler avec nous ce soir, 4 invités. Moustapha Kessous, bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. Merci aussi d'avoir réalisé ce film extrêmement émouvant et intéressant. À vos côtés, Majid Zerouki, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes journaliste au service international du Monde, spécialiste du Moyen-Orient et du Maghreb. Et puis par Skype avec nous en direct, Ania, bonsoir. Merci beaucoup, vous êtes en direct d'Alger. Vous avez participé longuement à ce documentaire et vous avez accepté de continuer à témoigner. Merci infiniment. Et puis également, toujours en direct d'Alger, Amel Boubaker, bonsoir. J'espère qu'on va Bonsoir. Ah, parfait. Vous êtes sociologue, chercheuse à l'école des hautes études en sciences sociales. Moustapha Kessous, ce qui est tout à fait frappant dans les témoignages que vous avez recueillis, c'est que ces jeunes ont le sentiment, ils le disent très largement, qu'on leur vole leur jeunesse, mais en même temps, ils gardent un vrai amour et un amour, j'allais dire, viscéral pour leur pays, qui pourtant les maltraite. C'est très profond, hein. C'est lié aussi à l'histoire d'Algérie. Hein. C'est une succession de tragédies depuis la guerre de libération. Ce jeune pays a vraiment souffert et je pense que cet amour vient aussi de là, parce que la liberté, c'est quelque chose qui s'arrache. Donc lorsque les Algériens ont réussi à arracher leur liberté en 62, ce qu'ils vivent aujourd'hui, c'est un écho. L'impression qu'on leur a enlevé cette liberté, donc ils ont envie aussi de l'arracher. Parce que c'est vrai qu'ils sont, quand on voit la situation, ils sont tout près de Marseille, tout près de la France, et on a un peu l'impression qu'ils sont enfermés, quoi. Bah, on a 50 minutes de Marseille, on est dans un autre monde. Hein. Moi, ce qui m'a vraiment frappé, c'est ce sentiment d'étouffement. Hein. Beaucoup m'ont dit aussi on s'ennuie. Alors qu'ils ont 20 ans, ils ont vraiment cette soif de vie. C'est vraiment encore, c'est très profond. Hein. Ça déborde d'énergie. Ania, dès le premier jour du Hirak, vous étiez engagée très activement dans ce mouvement. Mais est-ce qu'avant ce premier jour, donc avant le 22 février, quitter l'Algérie, c'était quelque chose à laquelle vous aviez pensé ou pas? L'année précédente, le Hirak. Justement, en 2018, je ressentais un malaise social très pesant. Et j'ai commencé à... Je ne voyais pas de perspective d'avenir. J'ai commencé à penser à partir. C'est à partir de là où j'ai... Allez-y. J'ai compris que c'était grave parce que j'ai toujours été contre le fait de partir, justement. J'estimais que si on partait tous, il n'y aura aucun changement. C'était à nous de rester ici, d'essayer de changer les choses. Et quand j'ai commencé à penser à partir, c'est là où je me suis rendu compte que c'était très grave. Cette idée de partir, c'est vraiment venu au moment de l'annonce d'un possible 5e mandat du président Bouteflika? Un peu avant, c'était au cours de l'année. Et cette annonce, vous l'avez vécue comment, cette annonce du possible 5e mandat? Cette annonce m'a poussée à... J'ai décidé de me battre sur tous les terrains possibles. Et la première des choses que j'avais faites, c'était d'aller faire ma carte de vote. Que même si je ne croyais pas trop à la transparence du vote en Algérie, mais j'avais décidé de faire mon devoir et de faire tout ce qui était en mon pouvoir, en me disant que si un jour je devais partir, j'aurais la conscience tranquille. Mais c'est quoi le sentiment qui a dominé chez vous? C'était un sentiment de colère? C'était un sentiment d'humiliation? C'était quoi? C'était un peu de tout, ça. C'était de l'humiliation. C'était l'humiliation ultime, justement. On était devenu la risée du monde entier. On voulait nous faire élire un cadre. On voulait maintenir à la tête de l'État un président qui n'était plus en mesure d'assurer ses fonctions. Et ce, depuis son AVC en 2013. Et c'était un ras-le-bol général, on va dire. Oui. Oui, justement, pour prolonger ce que dit Ania, c'est finalement, paradoxalement, l'investiture
du 5e mandat de Bouteflika, ça a donné une perspective d'avenir à la jeunesse. C'est-à-dire qu'en fait, juste avant l'élection, fin d'année 2018, en début janvier 2019, on était en entre-deux, c'est-à-dire il y avait une forte résignation d'Algérie, mais on ne savait pas si le FLN allait oser présenter Bouteflika. Donc on était un peu dans cet entre-deux. Et finalement, comme l'a dit très bien Ania, ça a été l'humiliation de trop, ça a été la goutte d'eau qui a fait exploser le vase. Et du coup, ça a redonné une perspective d'avenir en disant on ne se laissera pas faire cette fois-ci et on va se réapproprier l'Algérie. Majid Zerouki, je rappelle que vous êtes journaliste. Le Hirak, c'est une soif, on l'a bien compris, de liberté, de démocratie. Mais on a entendu les mots de Ania, cette humiliation. C'était une volonté de retrouver une dignité pour les Algériens? Oui, et je pense que pour ce qui est des jeunes, on est arrivé à un moment de décalage entre la société et le pouvoir, une contradiction qui n'était plus tenable en fait. Parce qu'on a une jeunesse qui est connectée, qui est informée, qui est ouverte au monde, et un pouvoir, pour ce qui est de sa facette civile, qui semble être sorti d'un musée en fait. Et qui a un système de fonctionnement qui est hérité depuis l'indépendance, c'est-à-dire un fonctionnement vertical, autoritaire, une caste liée à l'appareil de sécurité qui cherche à contrôler tous les pans de la société, quitte à parfois laisser quelques libertés par-ci par-là pour quelques secteurs de la société quand ça l'arrange. Mais c'était plus tenable. Ce n'est plus tenable avec la réalité aussi de ce qu'est l'Algérie aujourd'hui. La réalité, c'est aussi lié au fait, et c'est pour ça peut-être que c'est la jeunesse qui a lancé ce mouvement, c'est lié au fait que les jeunes Algériens prenaient parfois des cours à l'étranger, enfin des années de césure où vous pouvez partir à l'étranger, qu'il y a les réseaux sociaux, qu'il y a tout ce qui fait que tout d'un coup, il y a une ouverture au monde. Oui, ça a indéniablement joué. Après, il ne faut pas oublier non plus que c'est aussi l'héritage de combats qui ont été ininterrompus de la société algérienne depuis le début, donc depuis contre l'État algérien tel qu'il s'est construit à partir de 1962-1963. Les résistances existent face à cet État autoritaire depuis le début de l'Algérie indépendante et elles n'ont jamais cessé. Donc ces jeunes sont aussi les héritiers des combats et des luttes qu'il y a eu avant eux, d'ailleurs, qui reprennent d'ailleurs à leur compte, et dont ils sont fiers et se rapproprient aussi cette histoire-là. D'accord, mais cette ouverture, elle existe aussi des jeunes, effectivement, sur le monde qui est quand même plus accessible aujourd'hui. Le fait d'être connecté sur Instagram, par exemple, versus un pouvoir qui, pour certains, ont 4 fois l'âge de ces jeunes, et qui sont encore sous Windows 2 ou Windows 3. C'est un logiciel, c'est pas le même logiciel, on est en total décalage. L'arrivée de la 4G, par exemple, au milieu des années 2010, ça a aussi transformé la société algérienne, parce que finalement, avec les réseaux sociaux comme Messenger, tous les jeunes Algériens ont pu se connecter entre eux. Ils se sont aperçus que finalement, que celui qui habite à Tindouf ressemble à celui qui est à El Oued, de Ouargla, Tamal Rasset, à Naba, et que finalement, les jeunes Algériens se ressemblent plus qu'ils pourraient être différents. C'est ça qui a permis aussi à ce mouvement de prendre de l'ampleur, parce qu'ils ont été très vite alertés par ce qui se passait dans leur rue, dans leur ville. Bien sûr, vous savez, il y a une expression qui est fausse en fait. On entend parfois dire que l'Algérie est la Corée du Nord. Et en fait, rien n'est moins faux en fait. Peut-être qu'une partie du pouvoir pense y habiter en Corée du Nord, ou en tout cas se comporte comme si on était en Corée du Nord, mais la société, absolument pas en fait. La société, comme on le dit, est ultra connectée. Et c'est pour ça que les policiers, lorsqu'ils arrêtent les jeunes, pour eux, ils veulent se focaliser sur leur compte Facebook, parce qu'ils pensent que s'ils ont un compte Facebook, ils vont pouvoir avoir tout un réseau, alors qu'ils ont envie d'être connectés entre eux. Amel Boubaker, on a bien vu quand même que les jeunes ont été l'avant-garde du mouvement, mais pour autant, on a l'impression qu'il n'y a pas eu du tout, durant tout ce mouvement, de conflit de génération ou de conflit de sexe. Vous m'entendez, Amel Boubaker? Allô, allô? Est-ce que vous m'entendez? On va voir, on va essayer de reprendre la ligne. L'un ou l'autre, il y a eu des conflits de génération, conflits de sexe durant ce mouvement? Il y a eu, bien sûr, il y a pu y avoir des frictions, notamment au début, parce qu'effectivement, on a aussi vu l'irruption dans l'espace public, une irruption massive de femmes. Oui. De toutes les conditions sociales d'ailleurs, et de toutes les générations, qui s'exprimaient et qui ont repris leur place quelque part dans l'espace public, dans les rues algériennes, et dans un contexte de revendication où elles aussi ont des choses à dire par rapport à leurs conditions de femmes algériennes. Et il y a pu y avoir des frictions c'est un mouvement en fait qui brasse
toutes les sensibilités de la société. Donc il peut y avoir aussi une sensibilité conservatrice. Hein. Donc il y a pu y avoir des frictions au départ, mais qui se sont atténuées en fait, hein, au fur et à mesure. Ania, comment vous l'avez vécu d'être une femme jeune au milieu de ce conflit ? Justement, de par mon expérience, moi je ne trouve pas qu'il y a eu des conflits de génération, bien au contraire, c'est que cette génération a redonné de l'espoir à nos aînés. Donc à aucun moment je n'ai vécu un conflit générationnel au sein du Hirak. Et autant que femme, ben, j'ai plus vécu ce soulèvement en tant que citoyenne. La femme algérienne, elle a toujours été présente sur le terrain, elle s'est toujours imposée, elle a toujours été là, que ce soit pendant la guerre de libération, ou pendant le terrorisme, ou pendant les années Bouteflika et jusqu'à aujourd'hui. Donc dire que la femme algérienne aujourd'hui, elle s'est retrouvée une place au sein de la société, je ne vois pas les choses comme ça. Moi, j'estime que la femme algérienne, au contraire, elle a toujours été là, elle a toujours été présente, elle s'est toujours imposée, et surtout pendant la décennie noire. Donc, elle n'était que fidèle à elle-même. Mais il y avait dans ces marches des femmes nettement plus âgées ? Bon, oui. Il y avait des vieilles dames qui ont même fait la guerre de libération. Je me rappelle un jour, ça m'a marqué. Il y avait une vieille qui était venue avec le drapeau de son mari qui a été assassiné pendant la guerre de libération. Et qui était encore là avec ce même drapeau pour demander l'indépendance de l'Algérie. Oui, c'est profond, hein, ce sentiment de vouloir vivre en liberté. Effectivement, il n'y a pas eu trop de friction. C'est vrai que la génération précédente était encore très traumatisée par la décennie noire. Et effectivement, souvent, ce que disaient, par exemple, les parents des jeunes, grands-parents, c'est qu'ils n'ont pas eu le courage de sortir comme eux l'ont fait. Voilà, d'une certaine manière, ils ont ouvert la voie, ils ont montré. Ils se sont totalement affranchis de la peur pour justement aller sur le bitume. Je pense que la visibilité des femmes, c'est aussi sur la réappropriation de l'espace public. Effectivement, les femmes ont toujours été présentes, mais je pense que dans l'espace public algérien, elles ont été là. Voilà, comme dit Ania, nous sommes des citoyennes à part entière. Amel Boubaker, vous m'entendez là à présent ? Oui, je vous entends. Ouais. Vous êtes allé à la rencontre des Algériens dans ces marches. Vous avez rencontré tout type de profil ? Oui, tout type de profil et avec ce qu'a apporté le Hirak en réalité, et c'est ce qui a été dit en filigrane par vos invités sur la question de la femme, c'est la possibilité de se percevoir selon les propres termes des Algériens. C'est-à-dire que souvent, on leur a imposé par le haut les débats qui devaient avoir lieu, alors pour ou contre le 5e mandat, la guerre des clans, pour ou contre le terrorisme, etc., qui étaient des débats assez biaisés, et pour ou contre le voile parfois même de l'extérieur, hein, cette façon aussi qu'on a un petit peu de voir l'Algérie de l'autre côté de la Méditerranée, où on va pas forcément parler de patriarcat, de boîtes de nuit, de questions de mœurs, etc. En fait, elle est assez décalée par rapport à ce qui a émergé comme type de débat grâce au Hirak. Et donc le Hirak, c'était ça, c'était nous pouvons désormais nous voir avec nos propres yeux et selon nos propres termes. Et il y a une question qui s'est imposée au centre, c'est la question du pouvoir en fait. Le Hirak est un mouvement éminemment politique. Et lorsque Hania décrit dans le reportage la scène où elle a subi cet interrogatoire poussé, humiliant, injuste, eh ben, c'est pas simplement la question de la liberté de la femme qui se pose, c'est la question, bien sûr, elle est importante, elle est centrale cette question, mais c'est aussi la question de la justice indépendante, c'est aussi la question des libertés individuelles, mais pour les hommes et pour les femmes. Et ça, c'était très, très, très prégnant dans les marches du Hirak. Le fait que les femmes, les familles aussi, les enfants étaient présents très tôt, en fait que les Algériens ont appris à se voir selon leurs propres termes, encore une fois. Et donc voilà, c'est aussi pour ça que le Hirak, c'est aussi une occasion intéressante pour les Nivea rend hommage à celles qui bougent, celles qui osent, celles qui vivent à fond. Et associe dans un lait hydratant le Q10 et la vitamine C pour une peau plus ferme en seulement 10 jours. Feel good avec le lait hydratant Fermeté Q10. Une peau plus ferme en seulement 10 jours. Par Nivea.
Passez à l'hybride avec la nouvelle Suzuki Ignis. Prenez l'initiative et découvrez le SUV ultra compact à partir de 99 € par mois. Était présent très tôt, en fait, fait que les Algériens ont appris à se voir selon leurs propres termes, encore une fois. Et donc voilà, c'est aussi pour ça que le Hirak, c'est aussi une occasion intéressante pour les Algériens de se repenser en tant que nation, mais aussi pour l'extérieur de recomprendre l'Algérie d'une nouvelle façon. Et pas juste comme ça avec les clichés qu'on a tendance à avoir d'une jeunesse arabe qui se réveille tout d'un coup. Non, comme l'a dit votre invité, il y a un héritage des luttes, il y a une identification, il n'y a pas eu de conflit de génération, au contraire, il y a eu le sentiment qu'il y a un relais qui a été passé. Et puis effectivement, il y a eu tout type de classes sociales qui se sont réunies. Et la question vraiment centrale que les unis, c'est la question de la réappropriation de l'État et de ses institutions. Il y a aussi eu des débats socio-économiques très importants. Les vieilles femmes dont parlait Hania qui étaient présentes, c'était des femmes vulnérables qui, elles aussi, sont venues dans le Hirak parce qu'elles ont ce sentiment de grave vis-à-vis des institutions publiques, beaucoup plus que vis-à-vis du patriarcat. Donc en fait, c'est important de ne pas dépolitiser le Hirak et de ne pas dépolitiser ce qui se passe aujourd'hui en Algérie, même si, de facto, à cause de la crise du coronavirus et du confinement, les gens n'investissent plus les rues. Mais le mouvement est toujours profondément politique. On va en reparler évidemment de ce qu'a changé le confinement. Majid Serrouki, 10 ans après le printemps arabe, l'Algérie s'est mise en mouvement, mais elle s'est mise en mouvement pacifiquement, ce qui est quand même inédit. C'est quand même un mouvement tout à fait rare pour ça. Malheureusement peut-être, mais c'est aussi un mouvement pacifique parce que justement il se met en contre et il renvoie une image au pouvoir qui en fait il exprime au pouvoir sa violence en fait. Et c'est d'abord effectivement il y a eu l'histoire tragique du pays qui a quand même beaucoup avancé à coups de chocs et de contre-chocs violents dans son histoire politique, que ce soit des coups d'État, des soulèvements réprimés, il y a eu la guerre civile. Donc il y a aussi, on sait en Algérie ce que coûte la violence, et où la violence peut entraîner un pays, et où elle peut entraîner la société. Et des générations ont connu cette violence-là, leurs enfants aussi, ou du moins on en a parlé, et puis c'est cette mémoire qui s'est transmise. Et puis surtout, c'est un mouvement qui cherche à construire un pays apaisé, en fait. Il n'y a aucune haine, y compris dans les slogans, même si les slogans peuvent avoir une violence symbolique contre le pouvoir qui est dénoncé contre le régime, il n'y a pas de violence physique exprimée par les manifestants. Il n'y a pas y compris de volonté de revanche. Effectivement, on en appelle à la justice, on veut que justice soit faite, y compris face au phénomène de corruption, face au phénomène de violences qui ont été exercées par l'appareil d'État, mais il n'y a pas de violence. Au contraire, on cherche plutôt à montrer à s'exprimer comme le pays qu'on veut construire dans l'avenir. Voilà, pour l'instant, on va en reparler, le confinement, effectivement, a un peu bloqué les choses, on va voir comment, mais avant cela, par le passé, comment le pouvoir arrivait à mettre fin aux manifestations sociales contre le régime? C'était quoi? C'était pas que de la violence, il y avait quoi? Il y avait des propositions, il y avait des promesses? C'était la carotte et le bâton. Alors il y avait quand même beaucoup de bâtons, quand même. Il faut se souvenir que sur les soulèvements précédents, je pense à un soulèvement qui a été particulièrement intense, qui est celui qui a touché la région Kabyle en 2001. 166 ou 168 jeunes sont tombés sous les balles de la gendarmerie. Donc le pouvoir a beaucoup réprimé. Le pouvoir a aussi... Et depuis d'ailleurs, interdiction de manifester, bien sûr, depuis 2001. Les manifestations étaient interdites dans la capitale, puis ailleurs dans le pays, depuis 2001. En général, le pouvoir faisait en sorte que tout rassemblement soit tué dans l'œuf. Il y avait aussi ce qu'on pourrait appeler la carotte, mais c'est aussi une vision biaisée, c'est que le pouvoir a su, par exemple, l'une des réponses au printemps arabe a été des transferts sociaux massifs, notamment envers les fonctionnaires, sur les subventions de produits de première nécessité, pour essayer pour faire en sorte que le feu social ne couvre pas. Mais ça n'explique pas souvent. Il y a quand même une tradition de répression qui ne s'est jamais arrêtée. Amel Boubaker, c'est ça effectivement le système jusqu'à présent, c'était d'acheter la paix sociale? Alors cette question de la paix sociale, en fait, elle est très problématique parce que
plus vous donnez, plus les gens en veulent. Et c'est un peu ce qui s'est passé, c'est-à-dire que même si effectivement il y a eu une redistribution d'argent, et à travers des circuits clientélistes et corrompus, il ne faut pas l'oublier quand même, même s'il y a un système de subvention important des produits de première nécessité, c'est quand même le clientélisme et la corruption qui ont été les circuits privilégiés de la redistribution. Eh bien en fait, ça ne suffit plus. Et ça n'a jamais suffi d'ailleurs, parce que les émeutes locales ne se sont jamais arrêtées. Les médecins algériens, par exemple, on le voit là encore aujourd'hui avec la manière dont le gouvernement gère la crise du Covid, les médecins algériens pourraient très bien passer dans le privé comme le font certains, immigrer en France comme l'ont fait beaucoup ces dernières années, mais il y en a qui continuent de résister dans le secteur public et qui veulent véritablement une revalorisation du service public et de l'hôpital public. Et ça, ce n'est pas des choses qui sont liées uniquement à la rente, c'est aussi des choses qui sont liées à la volonté justement de reconstruire les institutions et de refaire de l'espace public, des services de l'État, le lieu d'accueil du citoyen, de remettre le citoyen au centre des institutions. Et ça, ce sont un petit peu toutes ces frustrations, tous ces manquements, toutes ces limites justement à la logique de redistribution rentière qui ont préparé l'avènement du Hirak. Moustapha Kessous, quand on voit toutes ces personnes qui ont témoigné, d'abord bravo pour leur courage, parce qu'il y avait quand même des risques à être arrêtés, à être poursuivis par la justice. Ça a été très difficile à faire, ce film? Oui, ça n'a pas été évident à faire parce que faut beaucoup réfléchir avant de se lancer dans un tel projet en Algérie, parce que pour un journaliste, ça peut être compliqué, voire dangereux. Après, on a quand même une grande responsabilité aussi de ce qu'on met à l'antenne. Après, lors du tournage, la grande difficulté, c'était simplement de ne pas se faire repérer par la police. Et ça, c'est pas évident parce qu'il y a un maillage de policiers en civil qui est extrêmement impressionnant. Pour vous raconter juste une histoire, je me souviens, j'étais dans une ville à l'est du pays et je venais de terminer de tourner une séquence et on mettait le matériel dans un taxi. Et la personne qui m'accompagnait m'a dit « Regarde, Mustapha, il y avait un clochard qui était à côté et il était en train de noter quelque chose sur sa main. » C'était la plaque d'immatriculation de la voiture. Donc je suis allé le voir, je lui ai demandé « Mais qu'est-ce que tu fais ?»« Non, mais je trouvais bizarre cette voiture, elle n'est pas immatriculée de la ville, etc. » On l'a suivi et cette personne se dirigeait vers le commissariat de la ville. Donc, et puis nous, on est parti très très vite. Donc le but pour nous, c'était de ne pas se faire prendre, parce que si on se fait prendre, il y a le risque de se faire arrêter, la suppression de nos données, et puis aussi le visionnage, c'est-à-dire vous avez parlé avec qui, etc. Donc on a fait profil bas. Et puis il fallait trouver des témoins qui acceptent de témoigner à visage découvert et en extérieur, parce que tout ça c'est important, ça a du sens dans votre film. Mais oui, parce qu'à partir du moment où on dit l'Algérie, on s'est réapproprié l'Algérie, on va pas en Algérie tourner un film et tourner dans un appartement, ça n'a pas de sens. Il fallait montrer justement ce que c'est que l'Algérie. En France, souvent on me dit l'Algérie, t'es un super pays, mais il n'y a pas d'image de l'Algérie. Bah d'accord, je vais vous montrer ce que c'est un peu l'Algérie. J'ai pas pu montrer comme je l'aurais voulu, mais voilà. Donc c'est pour ça que j'ai voulu qu'on fasse ces interviews dehors. Comme ça, on voit un peu le panorama de l'Algérie. Les marches de protestation se sont interrompues avec l'épidémie de Covid. Est-ce qu'on pourrait dire que c'est un petit peu une chance pour le pouvoir, cette épidémie et ce confinement? Complètement. D'ailleurs, ce n'est pas le seul, on voit ça dans d'autres pays. Mais effectivement, c'est la meilleure chose qui pouvait arriver au pouvoir, malheureusement, et tragiquement. Effectivement, les manifestations maintenaient une pression bi-hebdomadaire quand même sur le pouvoir. C'est elles qui dictaient l'agenda politique et elles obligeaient quelque part le pouvoir à répondre. Même s'il n'apportait aucune réponse sur le fond, politiquement, on pourra en reparler. Mais à partir du moment où tout s'arrête, le pouvoir, lui, ne pense plus qu'à dérouler sa propre feuille de route politique, et puis surtout à en profiter pour régler des comptes, parce qu'il faut appeler les choses telles qu'elles sont. La répression a augmenté depuis? Elle a augmenté, oui. Elle a globalement augmenté dans le sens où je pense qu'on en est il y a dû y avoir entre une soixantaine et une centaine d'arrestations depuis le début du confinement. Pour quel motif? C'est des posts Facebook qui ont pu être publiés il y a quelques mois. Donc en fait, ce n'est pas tant le motif qui compte, puisque la justice algérienne, qui n'est absolument pas indépendante et qui est aux ordres des appareils de sécurité, monte des dossiers. En fait, on désigne des gens aux juges et les juges appliquent en fait des ordres on appelle ça la justice du téléphone en Algérie, appliquent des ordres qui leur sont donnés par les services de sécurité et envoient des gens en prison ou condamnent des gens. Mais ce qu'on sait par contre, Moustapha parlait du maillage policier qu'il y avait en Algérie. Donc ils ont repéré les fortes têtes
ou du moins À Alger ou partout en semblait Algérie être partout, ce qui leur semblait être des fortes têtes. Ils ont des fichiers, ils ont décidé de traquer les militants. Sur quels critères, on ne sait pas trop, on ne sait jamais trop. Mais en tout cas, oui, il y a clairement l'idée de faire en sorte que ça ne reparte pas avec une vision policière qui est, si je neutralise ce que je considérais comme des meneurs, ça ne repartira pas. Mais on sait que ça se passe rarement comme ça. Il y a les meneurs, puis la répression qui s'exerce également sur les journalistes. Oui, tout à fait, oui. Puisqu'il y a effectivement 2 journalistes qui sont actuellement détenus. Oui, il y a Khaled Drarani, qui est en détention depuis le 7 mars. Voilà, c'est ça. Pour un motif qui est complètement démesuré et complètement délirant par rapport à son travail. Il est en détention, accusé d'incitation à attroupement illégal et d'atteinte évidemment à la sûreté nationale, à l'unité nationale. C'est un peu les chefs d'accusation, si j'ose dire, classiques. Mais l'affaire Drarani en fait montre bien aussi la non-existence d'un état de droit en Algérie. C'est que M. Drarani, qui est extrêmement courageux, avait été convoqué et parfois même kidnappé à plusieurs reprises par les services de sécurité, les services et le renseignement intérieur, qui l'avaient menacé, qui lui avait demandé d'arrêter de faire son travail, qui lui avait demandé de se taire, et M. Drarani a continué à faire son travail. Et donc il y a quelque part, y compris la dimension d'une vengeance, un peu, de l'appareil de sécurité. Donc on est très très loin d'un état de droit, en fait. Il y a la justice instrumentalisée au profit de ce type de vengeance, il faut appeler ça comme... La conception du journaliste indépendant qui ne serait à la recherche que de la vérité, un truc qui chez nous, on peut l'entendre. En Algérie, c'est assez compliqué parce que généralement, on peut être suspecté. Et généralement, si vous êtes un journaliste et si vous êtes un journaliste étranger, il y a de fortes chances que vous appartenez au contre-espionnage. Non, parfois, on peut simplement être journaliste. Et c'est vrai que franchement, il faut saluer le courage de nos confrères en Algérie qui, 2 fois par semaine, étaient présents. Et c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup d'intimidation. Et tout est prévu dans le code pénal algérien pour que vous finissiez en prison. Atteinte à l'unité nationale, atteinte à corps constitué, atteinte à l'image du président de la République. Donc évidemment, c'est des choses qui vont se heurter par rapport aux écrits ou aux reportages de certains journalistes. Il suffit de dénoncer quelque chose et vous dites c'est une atteinte à l'unité nationale. Tous ces petits jeunes qui sont en prison, ils ont été accusés d'atteinte à l'unité nationale. Et il y a aussi cette forme de répression extrêmement violente, notamment qui touche nos 2 confrères. Mais c'est dans le cadre d'une stratégie visant à étouffer globalement, en fait, la presse indépendante algérienne, qui tente de survivre. C'est-à-dire qu'on a des pressions directes, physiques ou morales, contre des journalistes, mais aussi on cherche à l'étouffer économiquement, en lui coupant les cordons de la publicité, ou la censure, puisqu'il y a beaucoup de médias électroniques, plusieurs médias électroniques qui ne sont pas accessibles en Algérie, sauf par VPN, et qui sont censurés, sachant qu'en plus, ce n'est même pas assumé en général. Donc l'idée, c'est de restreindre au maximum le champ de l'information. Amel, vous vouliez intervenir sur cette répression et cette censure ? Oui, sur le cas Khaled Drarani, par exemple, on a justement expliqué comment il avait été prévenu et qu'il avait continué à couvrir une manifestation du Hirak. Et à travers cette question, et même pour tous les Algériens, y compris les anonymes qui sont arrêtés, et je dois le dire, depuis février 2019. La répression n'est pas nouvelle, elle n'a fait que s'intensifier et les kidnappings, en fait, n'ont fait que s'intensifier ces derniers mois. C'est la question de l'efficacité de la répression. Et quand on voit la manière dont les Algériens continuent de se mobiliser, les militants du Hirak, sur YouTube, sur les réseaux sociaux, la manière dont ils continuent à mener leurs débats, la manière dont certaines villes d'Algérie aussi, certaines populations ont repris les manifestations en dépit des risques de contagion, eh bien, on se rend compte que la répression ne fonctionne pas réellement, ou en tout cas, elle n'est pas capable aujourd'hui d'arrêter complètement tout débat, toute initiative vis-à-vis de Hirak. Bien sûr, les gens s'adaptent. La question de la solidarité, par exemple, en raison aussi de cette situation particulière de confinement, il y a beaucoup de foyers qui ont été durement frappés
par le confinement et par aussi la crise économique dans laquelle se trouve l'Algérie aujourd'hui, eh bien effectivement, il y a beaucoup de militants du Hirak qui ont pris le relais aussi de ces initiatives de solidarité, et c'est une manière pour eux de continuer à être actifs. Mais ils ne le font pas de manière forcément avec défiance vis-à-vis du pouvoir. Ils le font aussi en travaillant avec les institutions, avec la bureaucratie, comme ils le peuvent lorsque justement il n'y a pas d'entrave bureaucratique. Et c'est bien là, en fait, l'intelligence de ce mouvement, l'intelligence politique des Algériens, c'est d'essayer de continuer et de s'adapter malgré tout. Donc, en résumé, oui, la répression existe, elle est tout à fait dommage. Enfin, il est dommage que l'on en arrive là, mais elle est en même temps complètement impuissante à arrêter la marche du mouvement. Oui, c'est une vision court-termiste, cette répression, parce que d'une certaine façon, elle le justifie, et le Hirak, elle valide toutes les raisons pour lesquelles les Algériens sont sortis, et elle nourrit aussi d'une certaine façon cette contestation. Donc c'est une vision vraiment court-termiste, parce qu'il est fort à parier qu'une fois que il y aura des confinements en Algérie, qu'ils vont reprendre la rue. Ça, déjà, il y a quelques manifestations qui ont commencé à reprendre. Donc oui, ça justifie la raison d'être du Hirak, cette répression. Court-termiste, mais aussi dangereux. Aussi, parce que on est dans une phase de répression, mais qui s'accompagne aussi d'un blocage politique. C'est-à-dire que, contrairement à ce qu'avait annoncé M. Tebboune juste avant son élection, il n'a pas du tout tendu la main aux manifestants, il n'a pas tendu la main au mouvement. Donc, en fait, et c'est même pas le problème de M. Tebboune, c'est pas un problème de personne, en fait, parce que ce que montre bien le Hirak, ce qu'il a mis à nu, en fait, c'est le fonctionnement du système algérien tel qu'il fonctionne, et son problème structurel, qui fait que c'est un État qui n'écoute pas sa société et qui ne répond pas à ses aspirations. Et le fait est, on parlait du pacifisme de ce mouvement qui a toujours été pacifique. Le fait de fermer systématiquement la porte au nez des manifestants et de la contestation, c'est aussi le message qui est quand même envoyé à ces jeunes qui se sont révoltés et manifestés pacifiquement. Le message est aussi de leur dire, vous pouvez vous révolter, on ne changera pas, et les choses ne changeront pas. Et je pense que c'est très dangereux comme stratégie, pas forcément parce que ça engendrerait un chaos violent, mais ça peut engendrer aussi du désespoir, des désillusions, ça peut... on ne peut rien d'attendre de bon. Les phénomènes d'immigration clandestine de ces jeunes qui s'embarquent, qui prennent la mer sur des embarcations de fortune sont appelés à se généraliser face à de tels blocages. Pire, les forces vives du pays, les élites, les futures élites du pays peuvent de nouveau s'exiler comme on l'a vu pour les générations précédentes, et ce alors que l'Algérie est confrontée à des défis immenses, qu'ils soient économiques, climatiques, comme tout le monde, et le fait que le pays régresse alors que justement ces jeunes font tout pour que ce pays ne régresse pas et trouvent leur attachement à ce pays et l'envie d'y vivre et de s'y épanouir, c'est dramatique en fait. Le pouvoir de leur part, et c'est dramatique. C'est dramatique parce que le pouvoir ne les comprend pas. Et est-il capable de les comprendre? C'est la question qui se pose aujourd'hui. Ce n'est même plus une question de volonté, il y a même quelque part une forme de mépris. Voilà, de mépris et d'incompréhension sur le fond. Ania, vous voyez comment les choses après ce confinement? Moustapha disait déjà qu'il y a des débuts de reprise de certaines marches, mais vous pensez que ça va vraiment repartir comme c'était avant, que le mouvement va repartir? Le mouvement va repartir encore plus fort, parce que pour l'instant, à cause de la crise sanitaire, la situation est stagnée. Or que le pouvoir continue à prendre des lois encore plus répressives que jamais. C'est pas forcément la répression qui a augmenté, mais c'est maintenant il y a des lois il y a des lois répressives. Il y a des lois qui limite justifient ces actes répressifs. Et ça va pas suffire à démobiliser les Algériens pour vous? Pas du tout. À chaque fois qu'il y a une personne qui se fait embarquer, il y en aura 10 d'autres qui sortiront. Donc, si on pense qu'en continuant à réprimer, qu'on va pouvoir atténuer ce soulèvement populaire, parce que pour moi, j'estime que le Hirak n'est pas un mouvement, il n'a pas de leader, il n'a pas de tête pensante, c'est un soulèvement populaire qui est en train de mûrir et qui forcément, avec le temps, engendrera des mouvements politiques. Donc,
pense qu'il faut juste être patient et on est plus centré sur ce qu'on doit faire nous, parce que ce système, tous les régimes ou tous les gouvernements qui sont succédés pendant l'indépendance n'ont jamais eu une réelle volonté de construire. Si tout ce qui les intéressait, c'était de s'accaparer des richesses en s'appuyant sur l'abus de pouvoir, sur le chantage, la corruption, l'injustice et la terreur. Parce que limite, pendant les 20 ans de règne de Bouteflika, c'était une paix sociale, c'était une terreur déguisée de paix sociale. Il y avait toujours le bourreau du terrorisme. Et du coup, il fallait attendre qu'il y ait une génération nouvelle qui n'a pas forcément vécu ces traumatismes, qui les a en elle, mais qui ne les a pas vécus, et qui soit ouverte sur le monde, et qui juste décide de prendre son destin en main. Amel Boubaker, oui. Amel Boubaker, pour vous aussi, ça va reprendre, mais le fait qu'il n'y ait pas effectivement de leader, que ça soit un mouvement collectif, c'est pas un problème? En fait, le problème, il n'est pas véritablement du côté du peuple, si je peux employer ce mot comme ça, un peu fourre-tout. Si on met cyniquement les Algériens de côté, on ne parle plus des Algériens et on se focalise sur les politiques qui sont menées, effectivement, il y a en ce moment toute une campagne de révision de la Constitution, de promulgation d'un nouveau code pénal avec la criminalisation des fake news, qui sont bien évidemment un arsenal juridique qui vise justement à museler la parole. Est-ce que le pouvoir algérien aujourd'hui, le gouvernement même pour être plus précise, a les capacités de pouvoir gérer les crises multidimensionnelles qui s'annoncent? On a parlé de l'outil de la redistribution de la rente qui effectivement ne fonctionne plus et puis les caisses se sont asséchées, c'est devenu compliqué de l'utiliser. On a parlé de l'outil de la répression et du tout sécuritaire qui ne fonctionne pas. Aujourd'hui, il n'y a aucun horizon, il n'y a véritablement aucune feuille de route au sein du pouvoir algérien sur la capacité de gérer les crises. Il y a eu en Algérie ces dernières semaines une campagne avec le hashtag Oula Mezel, c'est-à-dire en français alors pas encore, et qui en fait raille les promesses de réforme du président et de son équipe qui promettaient par exemple de fixer le prix de la viande pendant le ramadan, et donc ce à quoi les Algériens sur Twitter sur Facebook répondaient alors le prix de la viande il est fixé ou pas encore? Il y avait par exemple aussi la manière de railler le fait qu'il y allait avoir des allocations redistribuées, alors ça a été fait ou pas encore? Et donc voilà, c'est un peu cette position d'ironie qu'a adopté le peuple algérien vis-à-vis du pouvoir, qui lui n'arrive pas à proposer quelque chose de concret. Ouais, l'Algérie a une chance historique de pouvoir être amenée vers cette voie démocratique. Pendant un an, il y a tout son peuple qui lui a rappelé 2 fois par semaine que la solution était démocratique. Quand le peuple a dit ah bah les généraux à la poubelle et l'Algérie aura son indépendance, certains dirigeants ont voulu croire que c'était malveillant et que le peuple était contre l'armée. Le peuple algérien, de ce que j'ai pu entendre, n'est pas contre son armée, bien au contraire, mais elle souhaite que l'armée ne dirige pas le pays, qu'elle soit démocratiquement libre. Et en Algérie, et c'est aussi quelque chose que je voulais simplement préciser, c'est que les Algériens ne veulent pas forcément, du moins cette jeunesse, vivre à l'occidental, en liberté. C'est pas ça qu'ils veulent. Ils veulent vivre comme ils veulent, selon leurs coutumes, leurs croyances, mais être libres en Algérie. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus. Merci Ania, merci Amel Boubaker pour votre participation à cette émission et vraiment merci pour ce très beau film Algérie mon amour qu'on pourra revoir ainsi que le débat bien sûr sur notre site France TV. Passez une excellente fin de soirée sur France 5. Je vous donne rendez-vous mardi prochain pour un nouveau numéro du Monde en face. Bonsoir.